Now, one day after the deadliest day of the Israeli-Hamas conflict thus far, Israel anuncia que planea lanzar una fuerte ofensiva militar. Israel launched its latest military offensive a week ago. Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien mobilise les médias du monde entier. Avec seulement 8 millions d'habitants, Israël attire l'attention du grand public et des médias du monde, plus que beaucoup d'autres zones de conflit. Une étude du Huffington Post publiée en novembre 2013 a illustré ce phénomène en analysant 13 des plus grands quotidiens et magazines français, dont Le Figaro, Libération et L'Express. L'étude met en parallèle 3 critères sur plusieurs conflits. Le nombre d'articles sur ce conflit, sa durée et le nombre de morts. Sur la guerre civile du Darfour qui a fait 300 000 victimes, ce sont 6 423 articles qui sont parus dans une période de 3 822 jours de conflit, soit un ratio d'1,66 articles par jour. Sur l'opération Pilier de défense de 2009 qui avait déjà opposé Israël au Hamas, ce sont 178 articles qui ont été publiés sur la question en 7 jours de conflit, soit 25,43 articles pour un bilan de 167 morts. Au-delà d'être un sujet abondamment traité, le conflit israélo-palestinien reste celui qui, dans l'opinion publique internationale, provoque les réactions les plus vives. Comme l'a illustré Jon Stewart, l'animateur américain du Daily Show, dans un sketch qui a fait le tour du web. The Israeli military telephoned the neighbor to warn them to evacuate, but they only had 3 minutes. Evacuate to where? Have you seen Gaza? Suite à de nombreuses critiques, l'animateur a répondu quelques jours plus tard dans une séquence ironiquement intitulée « We need to talk about Israel ». David Corchia, président de Concilio, l'une des principales sociétés de modération, indiquait que chaque article publié ces derniers jours générait plus de 20 000 commentaires contre quelques centaines habituellement. Une attention des médias et de l'opinion qui, pour le moment, a renforcé les clivages plutôt que renforcé les espoirs de paix. Voilà, un reportage de Lise Barenbaum. Alors on va voir ensemble les différentes hypothèses, on va les balayer ensemble qui expliqueraient cet intérêt sur le conflit. Ma première hypothèse, c'est peut-être la place symbolique de Jérusalem dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui peut s'expliquer à partir de cette centralité de Jérusalem? Oui, incontestablement, dans la mesure où Jérusalem est une ville sainte et qu'elle a pour l'islam, pour le christianisme et pour le judaïsme, dans la mesure où elle cristallise des passions qui sont nationales mais aussi religieuses, dans la mesure où l'Occident est lié intimement à cette histoire, il est évident que ça peut expliquer l'impact plus que le Darfour, dont il faut dire la vérité. Personne ne savait où était le Darfour avant le conflit du Darfour. C'est pas le cas pour le Moyen-Orient, c'est pas le cas pour Israël, c'est pas le cas pour la Palestine. J'ajouterai un autre élément, mais qui est pas très éloigné, c'est le fait que c'est le conflit le plus long du XXe siècle. Et donc du coup, c'est pas quelque chose qui surgit. L'Ukraine, voilà, ça commence depuis quelques mois. Je peux vous assurer que si ça dure sur 50 ans ou 60 ans, on en parlera et on en parlera de plus en plus. C'est un conflit qui a mis du temps à venir à la une de l'actualité dans les années 60-70 ? Or, je pense que c'est après la guerre des 6 jours. En 48, on ne parle pas énormément, j'ai pas de statistiques comme dans votre reportage. Les médias n'étaient pas aussi forts. On pourrait le faire, on pourrait faire l'étude. Je suis certain qu'on en parlait dans le journal La Croix, qu'on en parlait dans Le Monde, mais je pense qu'à la même période, on devait peut-être certainement plus parler de l'Inde et du Pakistan, par exemple. 56, un peu en France, parce que l'opération de Suez, c'est vraiment à partir de 67 que ça va prendre une importance énorme. Et là, il faudrait peut-être ajouter une hypothèse complémentaire. Vous avez dans les pays d'Europe une communauté juive importante, pas forcément sur le plan quantitatif, mais significative sur le plan qualitatif. Elle fait partie des élites de la nation. Vous avez une communauté musulmane, elle aussi, qui prend un grand poids là, quantitatif. Et donc, c'est vrai que... les médias prennent ça en compte. C'est évident que là, il y a un public, il y a une opinion publique qui est toute prête, sans oublier, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que c'est une histoire qui n'est pas étrangère à l'histoire de l'Europe. Alors, Nadia, autre hypothèse médiatique, la disproportion. On sait que quand un conflit oppose deux armées de forces égales, ça n'intéresse pas énormément les médias. Est-ce qu'il y a aussi ce côté disproportionné, c'est-à-dire que d'un côté, on a eu une guerre des 6 jours avec Israël contre plusieurs pays arabes, avec donc une différence des forces, et puis maintenant, on a ce symbole de cette guerre des pierres qui contre une armée. Est-ce que cela rend le conflit télégénique quelque part ?
Certainement, mais d'abord il faut dire que pour répondre à la question pourquoi ce conflit est tellement hyper médiatisé, il faut dire qu'il n'y a pas une seule hypothèse, les réponses sont multiples et ce sont des facteurs tous ensemble. Je rebondis une minute par rapport au conflit qui est connu, Jérusalem, par rapport au Darfour, on ne sait même pas où c'est. Eh ben, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours sur des étudiants d'une université française à la 2e année d'études en géographie et histoire. On leur posait des questions par rapport à la carte d'Israël et la bande de Gaza et l'ignorance qui ressortait de cette étude était extraordinaire. En fait, ils ne savaient absolument pas ni où Israël se trouvait, ni la bande de Gaza, ni comment la bande de Gaza se situait par rapport à Israël. Donc, il n'empêche pas tout le monde d'avoir un avis sur la question. Exactement. Donc quelque part, oui, c'est vrai, ça leur rappelle, ça rappelle aux Européens leur propre histoire. Jérusalem, ça fait partie un peu de l'imaginaire collectif européen, mais en même temps, ils ne savent absolument pas où ça se trouve. Il y a aussi cette hypothèse, Israël est un bout d'Occident en Orient. Est-ce que cela ne cristallise pas finalement toutes les questions du monde occidental par rapport au Moyen-Orient? Oui, alors là, certainement qu'il faut tenir compte aussi de cette variable-là pour expliquer, alors cette fois-ci, je ne dirais pas tellement l'attention de l'opinion publique en général, mais du militantisme, et notamment le militantisme pro-palestinien en Europe. Il est principalement nourri, si on met à part une partie de la population musulmane qui certainement s'identifie à ce combat-là, mais concernant la population non musulmane d'Europe, ça touche essentiellement des gens qui ont, je dirais, une vision, on va dire, d'extrême gauche du monde, c'est-à-dire fondée sur la culpabilité permanente, pour ainsi dire, du capitalisme incarné par les États-Unis et dont Israël est le suppôt. Et là, c'est à travers ces lunettes-là, et celle aussi du colonialisme et de la décolonisation. On va en parler dans un instant, mais avant, je voulais juste vous montrer au niveau régional un graphique qu'a sorti la chaîne numéro 10, la chaîne israélienne 10, Arutz 10, qui a publié un tableau qui comptabilise un compte assez macabre, le nombre de morts depuis le début de l'opération Bordure Protectrice. Alors, vous voyez le nombre de morts qu'il y a eu dans la région. Alors, c'était il y a quelques jours. Voilà, Gaza, il y en avait 410 morts à Gaza et dans le même temps, 1715 en Syrie. Pourquoi on focalise autant l'attention? Comment vous pouvez commenter ces chiffres? Voilà, ce sont tous les voisins d'Israël. Nadia? Ce qu'on disait tout à l'heure, donc effectivement, ici, il y a un conflit beaucoup plus télégénique, comme vous disiez. En Syrie, ils s'entretuent, entre guillemets, entre eux. C'est moins intéressant. Ici, on a un conflit, donc une armée face à ce qu'on considère des civils. Donc évidemment, le conflit a l'air d'être totalement disproportionné. Encore une fois, le mot disproportionné est absolument horrible. Quelque part, ça cache un certain reproche aux Juifs de ne pas mourir en grand nombre, parce qu'il faudrait quand même que ce soit proportionnel. Et puis, il y a aussi le côté de vérification de ce que les Juifs font de leur propre destinée, c'est-à-dire quelques décennies après l'Holocauste, quelques décennies après l'horreur ultime en fait que l'Europe a commise, les Européens veulent en gros vérifier, tester ce que les Juifs font une fois que eux ils sont maîtres de leur destin et montrer que brièvement. Alors, moi je dirais que une chose qui est peut-être banale, ordinaire, mais qu'on ne se cache pas, les morts ne se valent pas. C'est clair. C'est sûr que les morts au Darfour ou les morts en Syrie n'ont pas le même poids. Médiatiquement parlant, bien sûr, n'ont pas le même poids. Comment on peut l'expliquer? Mais je dirais que de la même manière, mais ça on le dit depuis des décennies, de la même manière qu'un accident qui arrive près de chez vous prend plus d'importance que le même accident ferroviaire qui a lieu ailleurs en Colombie, etc. Il y a une question de proximité et on revient. Avec ce et je reviens. La question n'est pas est-ce qu'ils savent exactement où se trouve Israël sur le plan géographique, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de proximité culturelle. Et il est évident que cela génère des choses. On va parler de la perception du conflit. J'aimerais vous montrer un extrait d'un reportage diffusé il y a un peu moins d'un mois dans Social Blog, dans lequel on suivait un groupe de touristes américains dans un camp de réfugiés palestiniens. Et écoutez ce que le guide dit ensuite, et ensuite écoutez ce que dit le touriste américain après sa visite dans le camp de réfugiés. To transmit the image and what other media and other companies never does. So this is how we contribute to the camp. Disheartening, you know, and c'est vraiment décourageant. J'ai l'impression qu'on m'a donné un point de vue unilatéral la plupart de ma vie. Entendre l'aspect palestinien de la question est tragique.
Voilà, on voit finalement un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en tant que francophone, c'est-à-dire que là c'est le touriste américain qui a l'habitude du traitement anglo-saxon du conflit, qui voit des choses sur le terrain qu'il n'a pas l'habitude de voir. Alors il y a quelque chose d'assez frappant, on va le voir en deux caricatures collées côte à côte. Chaque parti, israélien et palestinien, ont l'impression d'être maltraités par les médias du monde, que ce conflit est maltraité. Comment vous expliquez, Nadia, cette proximité entre les deux points de vue? C'est-à-dire que ce conflit a engendré un discours qui est totalement polarisé. Il faut être soit pro-palestinien, soit pro-israélien. Il n'y a même plus un espoir d'objectivité. Donc, à partir du moment où quelqu'un montre même une partie du côté de l'autre côté en fait de l'histoire, avec un espoir d'être tout simplement peut-être plus objectif, de montrer quelque chose d'un peu plus équilibré, eh bien, un des deux côtés va prendre ce genre de discours comme un discours anti-israélien ou anti-palestinien, bien que ce n'est pas le cas toujours. Donc il faut être soit complètement en faveur d'Israël, soit complètement en faveur des Palestiniens. Si on n'est pas totalement, eh bien du coup on passe au camp adverse. Je dirais que la logique du conflit veut, sur le plan médiatique, veut que chaque camp voudrait avoir les médias complètement épouser leur narratif. Et donc, je dirais que la réponse à cela, c'est que chacun préfère en quelque sorte se présenter comme victime. Puisque en fait, pour avoir le soutien de l'opinion publique, il faut apparaître comme victime. Donc même si on avait même si Israël disposait d'une couverture médiatique extraordinaire, son devoir est de dire qu'elle est maltraitée dans les médias. Et même chose pour les Palestiniens. Même s'ils avaient une couverture sympathique à leur égard, leur devoir est de dire qu'ils sont maltraités par les médias, parce que ça renforce, je dirais, cette culture du compassionnel dont on parle souvent et qui aujourd'hui dicte. Aujourd'hui, on n'a pas d'estime pour le vainqueur, on a d'estime pour les vaincus. Et c'est vrai que dans l'asymétrie du conflit dont on parlait, c'est vrai qu'il est difficile de faire mieux que les Palestiniens, à ceci près quand même qu'on peut faire la distinction entre le Hamas militaire et les civils qui sont d'une certaine manière les otages aussi du Hamas. Côté israélien, il n'y a pas un culte de la victimisation, enfin ça ne fait pas partie de l'état d'esprit national. C'est plutôt un culte du côté écoutez, vainqueur. Là, je suis pas complètement d'accord. Tous les médias israéliens sont polarisés exclusivement sur les souffrances réelles, les pertes, les difficultés, la difficulté de la vie quotidienne. Quand quelques personnes adultes ont osé dire qu'il faut avoir une réflexion, une pensée pour ce qui se passe parmi les civils palestiniens, ça a été le tollé. Et en revanche, quand c'est une jeune fille de 13 ans qui a dit « c'est très dur, mon enfance a été pulvérisée, mais qu'est-ce qui se passe pour les enfants de Gaza ?» Là, on reconnaît qu'il y a quelque chose là. Donc de ce point de vue-là, même les médias, en quelque sorte, sont en guerre, si j'ose dire. Nadia, juste du côté palestinien, on lit beaucoup sur Internet, sur Twitter, enfin on parle de nous. Ça nous paraît un petit peu étrange, mais beaucoup de blogueurs palestiniens ont l'impression que leur question est enfin entendue, alors que cela fait 20 ans qu'elle fait la une des médias. Est-ce qu'il y a un effet Internet sur cette perception ? Déjà, il y a un effet Internet sur ce conflit, c'est-à-dire que de conflit en conflit, on en parle de plus en plus dans les réseaux sociaux et les expressions sont de plus en plus violentes et engagées. Mais quelque part, je crois que ce côté donc de victime dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie vraiment de la doxa et juive et palestinienne. Donc même si le conflit a été traité avant, même si on en a parlé avant, les deux côtés vont continuer à dire que ce n'est pas traité de manière égale et équilibrée, parce que l'opinion publique en général se voit en tant que victime, et c'est comme ça qu'on cultive ce sentiment dans les médias, dans les réseaux sociaux. On n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce qu'il est possible, d'après vous, d'avoir un traitement médiatique totalement neutre sur ce conflit qui est extrêmement complexe, ou est-ce que la complexité fait qu'il est totalement impossible de montrer une neutralité ? Alors d'abord, je voudrais peut-être ici être un peu rassurant, mais une fois l'opération terminée, c'est clair que la couverture médiatique va tomber. Attendez, ça fait 2-3 ans qu'on n'arrête pas de nous dire que tous les correspondants étrangers ont quitté Israël, qu'ils ne sont plus à Jérusalem, qu'ils ne sont plus à Tel Aviv, parce que c'est un conflit de faible intensité.
lorsqu'il ne l'est plus, c'est normal qu'on en parle. Et j'avais presque envie de dire à propos de votre question initiale, mais pourquoi n'en parlerait-on pas dans une période aussi tendue qui nous mobilise? Après tout, on n'a pas le même regard sur les conflits étrangers. Vous en faites pas, on reviendra sur la Syrie, on reviendra sur l'Irak, parce que là, on s'installe dans une longue durée. Et pour répondre à ce que vous disiez à propos des blogueurs palestiniens, là où je comprends certainement pourquoi ils s'expriment de cette manière-là, mais là où ils se trompent, c'est que s'il y a bien un conflit à propos duquel la communauté internationale se mobilise, alors pas le premier jour, mais au bout de 2 semaines ou 3 semaines, c'est bien ce conflit-là. Merci les Syriens, Merci. Les Syriens On doit terminer cette émission. Merci à tous les deux d'être venus nous apporter cette expertise. Rendez-vous dans un instant sur i24 News pour d'autres informations et avec le live blog sur le site i24news.tv.